Tout le monde sait compter les dragons. Ils étaient 3 quand Daenerys a mis le cap sur Westeros. 2 ont péri dans la guerre, l'un a emporté le corps de sa mère quelque part au-delà de l'horizon. Mais voici une question que presque personne ne pose. Qu'est-il arrivé aux dragons qui l'ont précédé? Ou les dernières créatures de la lignée Targaryen sont-elles mortes durant le règne d'Aegon III? L'histoire officielle dit qu'ils se sont affaiblis, qu'ils ont dépéri et qu'ils se sont éteints d'eux-mêmes. Mais il existe un homme dans cet univers qui désigne le tueur sans détour. Cet homme est l'archimètre Marwyn, l'esprit le plus anticonformiste de la citadelle. Il regarde Samwell Tarly et lui dit en substance « Penses-tu vraiment que ce sont de vaillants chevaliers avec leurs épées qui les ont tués ?» Le monde que la citadelle bâtit ne laisse aucune place à la magie, aux prophéties, aux bougies de verre et certainement pas aux dragons. Puis il monte à bord d'un navire et part pour Daenerys. Parce qu'il a compris, les bougies de verre brûlent à nouveau, et cela signifie que quelque chose ne se déroule pas selon le plan de ses collègues. Aujourd'hui, nous allons examiner l'ordre des Maestres, non pas comme une bande de érudits en robe grise qui soignent les seigneurs et nourrissent les corbeaux. Nous allons les examiner en tant que faction, avec leur propre programme, leur propre philosophie et leur propre méthode. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi la scène finale de la 8e saison, avec les mots de Sam, que la plupart des spectateurs ont pris pour une plaisanterie mignonne, contient en réalité l'ironie la plus amère de toute la saga. Nous devons commencer par le tout début, non pas avec Aegon le Conquérant, ni avec Pycelle, ni avec Varys, mais avec un prince infirme nommé Périmor, le second fils du roi Uthor Hightower, le souverain de Villevieille. Il ne pouvait ni combattre ni hériter, mais il pouvait lire, et il a lu énormément. Si bien qu'il a commencé à rassembler autour de lui des érudits, des guérisseurs, des chanteurs, des mages, des alchimistes et des prêtres. Ses contemporains appelaient ce groupe hétéroclite les « animaux de compagnie de Périmor ». Après la mort de son frère handicapé, le roi Aerigon a offert à ses hommes des terres le long de la rivière Hydromel. C'est ainsi qu'est née la citadelle. Notez qu'un paradoxe est ancré dans ce point d'origine même. Parmi les premiers animaux de compagnie se trouvaient des mages et des alchimistes. La magie faisait partie des intérêts du futur ordre dès le départ. Pourtant, quelques siècles plus tard, cette même organisation allait devenir la principale institution niant systématiquement l'existence de la magie. Quelque chose a changé, quelque chose sur lequel les sources préfèrent garder le silence. La citadelle est située à Villevieille, la plus ancienne ville de Westeros. Ce n'est pas une coïncidence. Villevieille se trouve au sud-ouest, loin des tempêtes politiques de Port-Réal. Elle est riche, protégée et surtout sous le patronage de la maison Hightower. Et les Hightower n'ont jamais combattu sans raison. Ils ont toujours préféré survivre plutôt que de conquérir. Lors de la conquête d'Aegon, Lord Hightower a ouvert les portes de la ville sans combattre, et c'est à partir de ce jour que le conquérant lui-même a daté son règne. La citadelle a survécu, l'ordre a survécu, sans qu'un seul dragon ne soit brûlé. Il existe plusieurs niveaux au sein de la structure de l'ordre et il est important de les comprendre car ils fonctionnent différemment. Un novice étudie. Un acolyte forge des maillons pour sa chaîne, chacun correspondant à un domaine de connaissances maîtrisé. Médecine, histoire, art de la guerre, astronomie, économie, droit, métallurgie. Un maître termine sa formation et est envoyé servir dans un château. Un archimestre devient un expert reconnu dans un domaine et reste à la citadelle. Un grand maître est élu par le conclave et envoyé auprès du roi. La chaîne elle-même est importante, et pas seulement en tant que symbole. Elle est portée sans être retirée 24 heures sur 24, même pendant le sommeil. Un maître doit toujours sentir son poids sur son cou pour se souvenir de son devoir. Mais le devoir envers qui? La réponse officielle, envers le royaume. Pas envers le roi, mais envers le royaume en tant qu'abstraction. C'est une distinction subtile et très pratique, parce que le « royaume » est interprété par quiconque définit ce que ce mot signifie. Pour Pycelle, le royaume prospérait sous Tywin. Pour un autre maître, il prospère sous quelqu'un d'autre. La chaîne pend autour du cou, mais c'est celui qui la porte qui décide où elle tire. Parmi les maillons de la chaîne, il en existe un extrêmement rare. Un maillon en acier valyrien.
Seul un maître sur 100 l'obtient. Il symbolise la maîtrise des hauts mystères, c'est-à-dire la magie. Le fait même qu'un maillon en acier valyrien existe dans l'arsenal de l'ordre nous dit quelque chose d'important. Lorsque l'ordre a été fondé, la magie était sur le registre des connaissances légitimes. Puis quelque chose a changé. Le maillon est resté, mais il est devenu marginal, rare, presque une dérision pour ceux qui tentent de l'obtenir. Cette dernière position est particulièrement intéressante. Le grand maître siège au conseil restreint. Il conseille le roi, il écrit et lit les lettres. Il sait tout ce qui se passe à la cour. Pourtant, il est choisi par le conclave, pas par le roi. N'importe qui peut le renvoyer de son poste, mais ils ne peuvent pas lui retirer son titre. Seul le conclave peut le faire. En d'autres termes, l'ordre a un représentant permanent au cœur du pouvoir que ce pouvoir ne contrôle pas totalement. C'est une construction élégante. Un roi peut bannir le grand maître de la salle du conseil, mais il ne peut pas forcer l'ordre à nommer un homme commode à sa place. Le conclave décide lui-même qui sera le prochain. Lorsque Tyrion Lannister a arrêté Pycelle et que le conclave a commencé à préparer un remplaçant, Varys a averti Tywin. Parce que le candidat était Gormon, l'oncle de Mace Tyrell. Tywin a immédiatement réintégré Pycelle. Cela signifie que le contrôle sur ce poste avait une signification politique. Pas juste un vieil homme dans le donjon rouge, mais un levier qui continue de fonctionner même quand les rois changent. Mais ce n'est pas tout, car dans chaque château à travers Westeros, il y a un maître. Il soigne les enfants, lit les lettres pour les seigneurs illettrés, conseille sur les questions militaires et s'occupe des malades. Il connaît tous les secrets de la famille qu'il sert. Il entend les disputes, voit les faiblesses et comprend l'équilibre des pouvoirs. Quand l'héritier d'un seigneur meurt, c'est le maître qui se tient au chevet. Quand les nouvelles de la guerre arrivent, c'est le maître qui lit la lettre à voix haute. Quand un enfant est malade, c'est le maître qui décide comment le traiter. Ce sont des personnes que les seigneurs laissent entrer lors des moments les plus vulnérables de leur vie. Et ces mêmes personnes écrivent les lettres, ces mêmes personnes éduquent les enfants. Lady Barbara Dustin, l'un des personnages les plus intelligents et acerbes dans Une danse avec les dragons, le dit un jour sans détour, les rats gris sont partout, vivant des restes des seigneurs et chuchotant à leurs oreilles. Ils s'occupent de nous quand nous sommes malades et faibles. Par gratitude, nous leur ouvrons nos portes, leur confiant nos secrets et leur donnons un siège à notre conseil. Et avant que nous nous en rendions compte, le dirigeant est devenu le dirigé. Ce sont ces mots, pratiquement exacts. Mais qui est le maître ici et qui est le serviteur en vérité? Et c'est là que cela devient le plus intéressant, parce qu'elle nomme ensuite un nom spécifique. Maître Wallis. Cet homme servait Lord Rickard Stark à Winterfell. Selon Lady Barbara, c'est lui qui a inculqué à Lord Rickard les idées communément appelées ambitions sudistes. Que sont les ambitions sudistes par rapport au Nord? C'est la décision de lier les grandes maisons du Sud par des alliances matrimoniales, de sortir de l'isolement et d'entrer dans la haute politique. C'était Wallis, si l'on en croit Barbara, qui a suggéré à Rickard de marier son fils aîné à une Tully de Vivseg. C'était lui, peut-être, qui était derrière les fiançailles de Lyanna avec Robert Baratheon. Et ces deux lignes ont finalement conduit à la rébellion de Robert, au changement de dynastie et à la chute des Targaryens. On pourrait penser qu'il ne s'agit que de l'amertume d'une femme délaissée. Barbara aimait Brandon Stark et n'a jamais réussi à devenir son épouse. Elle a des raisons d'être en colère contre tout ce qui est lié à la maison Stark et aux décisions qui les ont gouvernées. Mais voici ce qui rend ces paroles plus lourdes qu'un simple ressentiment personnel. Elle a déterré quelque chose de concret. Avant de prendre sa chaîne, Maître Wallis portait le nom de Wallis Flowers. Flowers, c'est un nom de bâtard du Bief, ce qui signifie qu'il venait de ces contrées. Mais pas seulement. La rumeur disait que son père était un archimestre de la citadelle. Et après que Wallis a terminé sa formation, lui et ses amis n'ont pas eu besoin de beaucoup de persuasion pour envoyer le jeune maître spécifiquement à Winterfell, spécifiquement auprès de Lord Rickard, au moment même où le Nord commençait à sortir de l'ombre. C'est une théorie, ce n'est pas un canon confirmé. Mais elle a une architecture, parce que les maîtres, par leur serment, doivent renoncer à leur nom de famille et à leurs liens familiaux. Sur le papier, ils sont neutres. En pratique, ils n'ont jamais été neutres. Pycelle a servi les Lannister pendant des décennies.
Il a laissé Jon Arryn mourir alors qu'il était sur le point de découvrir le secret de la naissance des enfants de Cersei. Il a convaincu le roi fou d'ouvrir les portes à Tywin Lannister, ce qui a conduit au sac de Port-Réal. Ce n'était pas un choix accidentel, mais une politique cohérente qui a duré plusieurs décennies. Maintenant, la question, était-ce l'initiative personnelle de Pycelle ou une partie de quelque chose de plus grand? Il a dit à Tywin en termes clairs, depuis qu'il a convaincu le roi fou d'ouvrir les portes, il a constamment servi les intérêts de votre maison. Le choix a été fait parce que les Lannister avaient construit la maison la plus forte. Cela ressemble à une loyauté personnelle. Mais que se passerait-il si les Lannister à ce moment-là servaient simplement un projet plus large mieux que les autres? Un projet qui n'a pas de nom, pas de charte et pas de réunions officielles, mais qui a un objectif clair. Souvenez-vous de la question, nous y reviendrons. Mais pour l'instant, essayons de comprendre quel genre de projet aurait pu être derrière tout cela. L'une des rares personnes à Westeros qui en parle à voix haute et appelle les choses par leur nom est Marouin le Mage, un archimètre de la citadelle, spécialiste des hauts mystères, c'est-à-dire la magie. Il a passé des années à Asshai, la ville la plus mystérieuse du monde connu. Il est l'un des rares à avoir réussi à allumer une bougie de verre, et il est un paria absolu au sein de l'ordre. Dans le 4e livre, il rencontre Sam et prononce quelques phrases qui méritent d'être examinées très attentivement. Il parle du monde que la citadelle est en train de construire. Pas de décrire, pas d'analyser, mais de construire. C'est une construction active, c'est un projet. Un monde sans magie, sans prophétie, sans bougie de verre, sans dragon. Et puis, il pose une question rhétorique. Penses-tu que ce sont de vaillants chevaliers avec leurs épées qui ont tué les derniers dragons ? Faisons une pause ici, parce que cette question est plus importante qu'elle n'y paraît à première vue. Le dernier des dragons Targaryens est mort sous le règne d'Aegon III, qui a hérité du surnom de « Fléau des dragons ». Cela s'est produit environ 150 ans avant les événements de la saga principale. L'histoire officielle dit « Ils se sont affaiblis après la danse des dragons. Ils sont devenus chétifs à chaque génération. » Le dernier d'entre eux, une femelle verte, est mort petit et maladif, avec des ailes tordues. La faute en a été rejetée sur Aegon, car il craignait et détestait les dragons. Sa mère, Rhaenyra, avait été dévorée par le dragon de son oncle Aegon II sous les yeux du garçon. Après ce traumatisme, il a refusé de regarder les créatures restantes et encore moins de s'en occuper. Pourtant, il existe des nuances qui ne correspondent tout simplement pas à l'image d'un déclin naturel. Sous Viserys Ier, les Targaryens possédaient plus d'une douzaine de dragons adultes et une multitude d'œufs. Moins de 50 ans après sa mort, ils avaient tous disparu. C'est incroyablement rapide pour une espèce qui avait vécu pendant des millénaires auparavant. Le déclin de la santé, de la taille et de la vitalité fut soudain et étrange. La citadelle détient les plus grandes connaissances en toxicologie et en biologie du monde connu. Si quelqu'un savait comment empoisonner un dragon, c'était bien eux. Et que fait Aegon III lorsqu'il réalise que ces dragons meurent? Il convoque 9 mages d'Essos pour tenter d'en faire éclore de nouveau. Ce fut un échec. Tous les œufs étaient morts. Et cette coïncidence est plus difficile à écarter comme un simple hasard. Les œufs ont cessé d'éclore précisément lorsque les dragons vivants ont disparu. Comme si non seulement les créatures elles-mêmes avaient disparu, mais que le terreau même de leur renaissance était devenu stérile. Ceci est une théorie. Il n'y a aucune preuve directe. Mais elle possède une logique interne qui correspond au caractère de l'ordre. Pensez à ce qui est resté après la mort de tous les dragons. La magie a commencé à décliner à travers le monde. Les alchimistes ont cessé de produire du feu grégeois dans les mêmes quantités. Les bougies de verre se sont éteintes. Les prêtres rouges ont continué à servir R'hllor, mais leurs prophéties sont devenues confuses et leurs feux plus faibles. Le monde est devenu plus prévisible, plus logique, plus proche de celui que les maestres décrivent dans leurs traités. Que ce soit une coïncidence ou non, chacun doit en décider par soi-même. Mais pour certains, cette coïncidence était extrêmement pratique. Pour comprendre cette logique, il faut saisir ce que les maestres croient réellement, non pas ce qu'ils déclarent publiquement, mais ce qui dicte leurs décisions institutionnelles. L'ordre a été créé comme un dépôt de connaissances,
n'importe quelle connaissance. Parmi les premiers animaux de compagnie de Périmore se trouvaient des sorciers et des alchimistes. Mais, en cours de route, quelque chose a changé. Au moment où l'ordre a atteint sa forme mature, sa position vis-à-vis de la magie était devenue hostile. Non pas simplement sceptique, mais activement hostile. Regardez comment leur formation est structurée. Chaque novice qui souhaite obtenir un maillon en acier valyrien, signifiant la maîtrise des hauts mystères, c'est-à-dire la magie, doit subir une épreuve nocturne. Il faut passer la nuit dans l'obscurité avec une bougie de verre et tenter de l'allumer. Les bougies ne brûlent pas. L'ordre enseigne cela comme une leçon d'humilité. Il y a des choses inaccessibles à la connaissance humaine. Elles n'existent pas. Allez plutôt étudier la médecine. Mais les bougies de verre sont des artefacts valyriens destinés à la communication à longue distance. Elles fonctionnaient à l'époque où les dragons étaient vivants. Elles ont recommencé à fonctionner lorsque Daenerys a fait éclore les siens. Marwyn allume sa bougie et, à travers elle, voit tout ce qui se passe dans le monde. Il s'avère que l'ordre a passé des siècles à utiliser un appareil non fonctionnel comme preuve de l'impossibilité de la magie. Si les bougies ne brûlent pas, alors la magie n'existe pas. Le cercle est bouclé. Mais elles ne brûlent précisément que parce que quelqu'un a tué toutes les créatures sans lesquelles elles ne peuvent fonctionner. C'est une boucle fermée, bénéfique pour ceux qui en font partie. Les maîtres contrôlent le savoir. Ils contrôlent ce qui est reconnu comme savoir et ce qui est déclaré superstition. Les alchimistes produisaient du feu grégeois et savaient comment l'amplifier lorsque les dragons étaient proches. L'ordre des maîtres a poussé les alchimistes vers la marge, prenant progressivement leur place en tant que conseillers principaux. Les 7 couronnes sont devenues dépendantes des corbeaux élevés à la citadelle, des maîtres nommés par la citadelle, de l'histoire écrite par la citadelle. Lady Barbray parle de cela dans sa célèbre tirade. Les rats gris lisent et écrivent nos lettres, même pour les seigneurs qui ne peuvent le faire eux-mêmes. Et qui peut dire avec certitude qu'ils ne déforment pas les mots pour leur propre fin? Ce n'est pas seulement une plainte, c'est une description du pouvoir infrastructural. Un pouvoir invisible parce qu'il est tissé dans le tissu de la vie quotidienne. Parlons maintenant d'un conflit qui est à peine montré dans la série, mais qui revêt une grande importance dans les livres. C'est le conflit entre la citadelle et la foi des Sept. À première vue, ils occupent des niches différentes. La foi est responsable de la vie spirituelle, les maîtres de la vie intellectuelle. Mais les deux structures prétendent expliquer le monde. La foi l'explique à travers les Sept et leur volonté. Les maîtres l'expliquent par l'observation, l'expérience et la raison. Ce sont des visions de la réalité fondamentalement différentes, et l'espace où elles se croisent a toujours été une zone de tension. Les premiers maîtres incluaient la théologie et les pratiques sacerdotales dans leur cercle de connaissances. Au fil du temps, l'ordre a dérivé de plus en plus vers le positivisme. Seul ce qui est observable, seul ce qui est répétable, seul ce qui peut être enregistré. La magie n'est pas observable. La magie n'est pas répétable. La magie ne peut pas être enregistrée au sens où une recette de médecine ou un plan de fortification peut l'être. Par conséquent, la magie n'existe pas. Il y a ici un parallèle curieux avec l'histoire réelle que Martin avait presque certainement en tête. Dans l'Europe médiévale, les monastères étaient les principaux gardiens du savoir. Ce sont les moines qui copiaient les livres, enseignaient aux enfants de la noblesse, tenaient les chroniques et préservaient les textes médicaux. C'est par eux que l'aristocratie a eu accès à l'érudition. Lorsque les premières universités sont apparues, elles ne se sont pas développées en opposition à l'Église, mais avec sa participation active. Parce que contrôler l'éducation, c'est contrôler la vision du monde de ceux qui la reçoivent. La citadelle a joué exactement le même rôle dans le monde de Martin, seulement sans l'enveloppe religieuse, mais avec une dimension politique beaucoup plus explicite. Mais les maîtres ont une différence clé par rapport aux monastères. Les moines servaient Dieu. Les maîtres servent le royaume, ce qui revient à dire personne en particulier. Cela signifie que leur loyauté est toujours situationnelle. Le maître du château est obligé de servir quiconque détient le château. Lorsque Theon Greyjoy a capturé Winterfell, le maître Luwin a continué à travailler, parce que sa position appartient au château, pas à la famille. Cela ressemble à de la neutralité. En pratique, cela signifie que le maître n'a pas besoin d'être acheté.
Il est déjà loyal à quiconque détient le pouvoir, peu importe ce qui arrive au seigneur précédent. Cette position est pratique pour plusieurs raisons. Premièrement, elle légitime l'ordre lui-même. Si la magie n'existe pas, alors les maestres, avec leur expérience accumulée et leur méthodologie, restent les seuls conseillers compétents. Sorciers, prêtres, prêtres rouges, sans visage, mages d'Ashai, les conjurateurs, les vers voyants des paludiers, les enfants de la forêt, finalement. Tous deviennent des charlatans ou, au mieux, des porteurs de superstitions dépassées. Deuxièmement, cette position élimine les concurrents. Les alchimistes ont perdu leur influence une fois que les maîtres se sont établis à la cour. Les mages des cités libres n'ont aucun accès au château de Westeros. Les prêtres rouges apparaissent et disparaissent, ne s'enracinant jamais aussi profondément que les robes grises. Parce que les robes grises ont jeté leurs racines il y a longtemps, tranquillement, avec un homme dans chaque château. Et pourtant, Qyburn, son histoire en ce sens est absolument révélatrice. Il était un maître, un très bon maître, selon certains, l'un des meilleurs guérisseurs de son temps. Il voulait aller plus loin. Au lieu de disséquer les morts pour comprendre les vivants, il a commencé à disséquer les vivants pour comprendre la mort. Nécromancie, expérience interdite. L'ordre l'a dépouillé de sa chaîne et l'a exilé. Marwyn, la seule personne à la citadelle qui lui portait une certaine estime, est resté dans la minorité. Qyburn lui-même appelait les autres archimètres des « moutons gris ». Qu'est-ce que cela signifie? Que les limites du savoir permis sont définies par la citadelle. Pas n'importe quoi, mais spécifiquement ce qu'elle juge acceptable. Qyburn n'a pas été exilé pour avoir causé du tort, mais pour avoir violé une limite méthodologique. La magie et la nécromancie ne correspondent pas au projet. Elles sont exclues avec ceux qui les pratiquent. Qyburn est finalement entré au service de Cersei et a utilisé ses connaissances pour créer Robert Fort. L'Ordre, en l'exilant, n'a pas détruit ses connaissances. Il les a simplement poussées au-delà des limites de son système de contrôle. Et c'est peut-être l'illustration la plus frappante que le savoir ne peut être détruit. On peut seulement contrôler qui le possède. La citadelle l'a compris mieux que quiconque. Revenons au Grand Conseil et au rôle des maestres dans la haute politique. Car ici, l'histoire de la maison targaryenne et l'histoire de l'ordre se croisent le plus clairement. Commençons non pas par Pycelle, mais un peu plus tôt. Avec le grand maestre Munkun, qui a servi sous Aegon III, Aegon IV et la première partie du règne d'Aegon V. C'est Munkun qui a écrit la principale chronique officielle des événements de la danse des dragons. C'est sa version des faits qui est devenue canonique. Mais il y a un détail. Pendant la régence du jeune Aegon III, les maestres à la cour détenaient un pouvoir immense. Le grand régent, puis le conseil de régence. Et des maestres à chaque niveau de cette structure. Les 3 derniers dragons sont morts précisément pendant cette période. L'un dans la fosse aux dragons, lors des émeutes, les 2 autres dans des circonstances que les sources décrivent avec une extrême évasivité. Et c'est fondamentalement important. Munkun, l'archiviste de ces événements, a écrit l'histoire de la position d'un homme qui y a participé. C'est exactement ce que Barbray veut dire quand elle dit « Les rats gris lisent nos lettres ». Mais ils écrivent aussi notre histoire. Munkun a décidé ce qu'il fallait confier à la postérité et ce qu'il fallait consigner à l'oubli. Ce volume même que Marwyn mentionne dans sa conversation avec Sam, La mort des dragons, ou Feu et sang selon certaines versions, le seul exemplaire est conservé dans une chambre forte verrouillée sous la citadelle. Précisément là, pas en accès libre, dans une chambre forte verrouillée. Cela nous dit quelque chose d'important sur l'attitude de l'ordre envers sa propre histoire. Ils gardent tout, mais ils décident eux-mêmes ce qui est permis d'être lu et ce qui ne l'est pas. Pycelle a servi sous 6 rois. Il a été témoin du crépuscule et de la chute du roi fou. Et au moment décisif, alors que Tywin Lannister se tenait aux portes de Port-Réal, c'est Pycelle qui a conseillé à Aerys d'ouvrir les portes. Tous les autres conseillers disaient de ne pas lui faire confiance. Lui seul a dit de les ouvrir. Tywin est entré, a mis la ville à sac et a tué Rhaenys Martell et ses enfants. Aerys est mort de la main de Jaime. Les Targaryens ont perdu le trône. Était-ce une initiative personnelle de Pycelle, un admirateur dévoué de Tywin qui pensait simplement que les Lannister avaient bâti la maison la plus puissante?
Peut-être, mais regardez le résultat. Les Targaryens et leurs dragons vivants avaient déjà disparu à cette époque. Après la danse des dragons, il ne leur restait plus aucune créature cracheuse de feu. Mais la maison elle-même subsistait et, dans d'autres circonstances, aurait pu se relever. Pourtant, après la rébellion de Robert, les Targaryens ont été littéralement coupés à la racine. Les 2 enfants de Rhaenyra ont été tués sur ordre de Tywin. Viserys et Daenerys ont fui vers l'est alors qu'ils n'étaient que des enfants. La lignée était au bord de l'extinction totale. Il y a un autre détail facile à manquer. Lorsque Jon Arryn a commencé à découvrir la vérité sur la filiation des enfants de Cersei, il est mort. Pycelle ne l'a pas sauvé, bien qu'il en ait eu le pouvoir. Il est mort parce qu'il était proche d'une vérité qui aurait inévitablement mené à une guerre entre les Lannister et à peu près tout le monde. Les Lannister seraient sortis de cette guerre affaiblis. Et la citadelle avait besoin de maisons fortes au pouvoir, non pas parce qu'elle aime les Lannister, mais parce que le chaos détruit le système même sur lequel l'ordre est bâti. Si vous acceptez la théorie de Marwyn sur les dragons et que vous la combinez avec l'histoire du maître Wallis et de Rickard Stark, ainsi qu'avec le comportement de Pycelle pendant le sac de Port-Réal, une image commence à se dessiner. La citadelle ne se contentait pas d'observer l'histoire des Targaryens se dérouler. La citadelle pourrait bien avoir œuvré systématiquement contre elle. Parce que Targaryen signifiait dragon, et dragon signifiait magie. Et la magie détruisait le projet d'un monde rationnel que l'ordre bâtissait depuis des siècles. C'est une théorie. Elle est belle, cohérente en elle-même et soutenue par 2 déclarations directes du canon, dont l'une provient d'un personnage ayant un accès manifeste à des sources interdites. Mais au sens où les maîtres entendent le mot « preuve », elle n'en a aucune. Ce qu'elle a, en revanche, c'est une structure, un mobile et un résultat. 3 conditions sans lesquelles une théorie ne vaut rien, et toutes 3 sont réunies. Maintenant, parlons de ce que la série a fait de ce thème, ou plus précisément de ce qu'elle n'en a pas fait. Dans Game of Thrones, les maîtres apparaissent comme de simples détails d'arrière-plan. Pycelle, un vieil homme ridicule aux sourcils peints. Maître Luwin, le conseiller bienveillant des Stark. L'archimestre Ébrose, qui dit à Sam que le monde a survécu à bien des catastrophes et qu'il survivra à celle-ci aussi. Lorsque Sam arrive à la citadelle avec des nouvelles des marcheurs blancs et de l'armée des morts, les archimestres l'écoutent, hochent la tête et disent que l'information doit être vérifiée. Pas qu'il faut agir, mais qu'il faut vérifier. Pendant ce temps, hors des murs, les 7 couronnes sont en train de sombrer. C'est soit une myopie bureaucratique inimaginable, soit une position délibérée. Parce que les marcheurs blancs sont de la magie. Les marcheurs sont la menace même que les maîtres ont déclarée inexistante. Admettre qu'ils sont réels reviendrait à admettre que tout ce que l'ordre a enseigné et nié pendant des siècles était une erreur. Ou peut-être pas une erreur, mais un mensonge. Ce n'est pas seulement un inconfort intellectuel, c'est une menace pour l'existence même de l'institution. Le Sam des livres se heurte aussi à ce mur. Sections interdites, coffres verrouillés, archimestre qui refuse d'écouter. Mais dans les livres, il y a Marwyn qui l'attend, qui sait déjà ce qui se passe parce que les bougies de verre brûlent, qui part immédiatement pour rejoindre Daenerys parce qu'il comprend. Une confrontation avec le retour de la magie est inévitable et la seule chance pour le monde n'est pas de la combattre, mais de la diriger. Marwyn est atypique pour son ordre, précisément parce qu'il comprend la nature de l'ordre de l'intérieur. Les maîtres du livre et de la série diffèrent dans les détails, mais ils convergent sur le point principal. Les 2 versions montrent une institution qui place la préservation de son propre projet au-dessus de toute autre considération. La différence est que le texte du livre nous donne une ligne directe avec Marwyn et une tirade complète de Barbry d'Austin qui relie les détails en un schéma unique. La série a coupé ses fils, laissant les maîtres comme de simples éléments de décor excentriques. Il y a un personnage dont l'histoire prend une dimension complètement différente dans ce contexte, et c'est Maestre Aemon. Aemon Targaryen, fils de Maekar, frère cadet d'Aegon V, le prince d'Uncon et l'œuf des comtes. Un prince de sang qui a renoncé à sa couronne. Il aurait pu être roi, mais il a cédé le trône à son frère et est parti pour la citadelle. Lorsqu'on lui a offert le rôle de grand maître, il a refusé à nouveau pour ne pas être une tentation pour sa famille alors qu'il était loin d'elle. Il a servi au mur pendant 70 ans.
Il est mort vieux, dans son délire, appelant son frère disparu depuis longtemps par son surnom, œuf. Son histoire est presque miroir exact de la tragédie de l'ordre. Un homme qui savait tout, qui voyait plus que quiconque, qui portait la chaîne de l'ordre tout en portant simultanément le sang de ceux contre qui son ordre pourrait avoir travaillé. Il a compris la vérité sur Jon Snow bien avant tout le monde. Quand Maître Aemon mourait de fièvre à bord du navire, il appelait « œuf », tout en parlant des œufs de Daenerys. Ce n'était pas le radotage d'un vieil homme, c'était l'ultime effort d'un homme qui voit le lien là où tout le monde ne voit que des coïncidences. C'est un maître qui honore sa chaîne et ses frères de l'ordre, mais c'est aussi un Targaryen, un descendant de ceux contre qui son ordre pourrait avoir travaillé. Il connaissait la vérité sur Jon Snow avant tout le monde, et c'est lui qui envoie Sam à la citadelle, sachant pertinemment ce à quoi il sera confronté. Avant de mourir, il prononce une phrase qui, sous cet éclairage, sonne comme un testament. Des œufs, les œufs de Daenerys. Le dragon doit avoir 3 têtes. Maître Lewyn à Winterfell est d'un autre type. Il est gentil, il est loyal, il aime sincèrement les enfants qu'il a élevés. Et pourtant, c'est lui qui a découragé Bran de développer ses capacités de change-peau. C'est lui qui a dit que la magie avait quitté le monde, non par malveillance, mais parce que c'est ce qu'on lui a enseigné. Parce que l'institution produit des gens qui reproduisent sa logique, même lorsqu'ils ne savent pas qu'ils le font. Lewyn n'était pas un conspirateur, il était un produit du système. C'est une distinction importante. Dans les livres, c'est plus clair. Là, les maîtres de la citadelle empêchent activement Sam d'accéder aux sections interdites lorsqu'il cherche des informations sur les marcheurs blancs. Dans la série, cela est dépeint plus doucement. Les archimestres sont simplement sceptiques et lents. La différence est significative. La citadelle du livre est une institution qui défend activement sa version de la réalité. La citadelle de la série est une bureaucratie qui ne veut tout simplement pas s'encombrer. Une explication implique un projet, l'autre implique seulement de la fatigue. C'est un homme qui a porté la chaîne de l'ordre toute sa vie, tout en comprenant que l'ordre avait des secrets qui ne lui plaisaient pas. Il a choisi l'honnêteté au sein de la structure plutôt qu'un combat contre elle. Et c'est peut-être pour cela que Martin a fait de lui l'un des personnages les plus aimés de toute la saga. Qu'est-ce que cela nous dit sur l'ordre dans son ensemble? Qu'il n'est pas monolithique. Qu'en son sein, il y a des Pycelles, des Marwyn et des Aemon. Mais la logique institutionnelle de l'ordre, sa philosophie et sa pratique accumulée tirent toutes dans une seule direction, vers le déplacement de la magie, le contrôle du savoir et la préservation de sa position de conseiller auprès du pouvoir. Maintenant, la question finale qui doit être posée. Pourquoi Martin a-t-il placé Samwell Tarly au centre de ce thème? Sam est l'opposé direct de l'image que l'ordre considère comme idéale. Il est gros, il est lâche de son propre aveu, bien que cela ne soit pas tout à fait vrai. Il amène une femme au mur contre tous les règlements. Il ne s'intègre pas dans la structure. Mais c'est lui qui tue un marcheur blanc avec du ver dragon, lui qui trouve les informations sur la filiation de Jon, lui qui vole les livres interdits et lui qui insiste là où les archimètres préfèrent garder le silence. C'est un briseur de canons. Littéralement, il brise les canons de l'ordre et brise le récit évident de ce qu'un héros devrait être. Et voici ce qui est fondamental concernant son personnage pour le thème des maîtres. Sam ne se contente pas d'étudier à la citadelle. Il la voit de l'intérieur. Il voit les coffres interdits. Il voit la réticence de ses collègues à faire face à la menace des marcheurs blancs. Il voit des archimètres qui se comportent comme des gens qui ne croient pas ou ne veulent pas croire. Dans les livres, ce moment se produit aux côtés de Marwyn, qui l'emmène immédiatement à l'écart et lui explique la vérité. Marwyn ne se contente pas d'ouvrir les yeux de Sam sur la nature de l'ordre. Il lui montre qu'à l'intérieur de l'ordre, il y a des gens qui comprennent ce qui se passe, et ils ne font toujours rien, parce qu'ils n'y sont pas autorisés. Et puis, le final de la 8e saison. Le Grand Conseil choisit Bran. Sam suggère de donner au peuple le droit de vote. Il se moque de lui. Il s'assoit et reste silencieux. Son idée est rejetée. Et à la fin de l'épisode, il devient le grand maître des 7 couronnes. Pensez-y. Sam a proposé quelque chose qui aurait fondamentalement changé la nature du pouvoir. Si le peuple choisissait ses dirigeants, les seigneurs deviendraient moins importants.
Et si les seigneurs devenaient moins importants, alors les maîtres qui les servent deviendraient moins nécessaires. L'idée de Sam aurait été une catastrophe pour l'ordre à long terme. Et l'ordre l'a rejetée, par la bouche d'autres personnes, par les mains d'autres personnes. Mais il l'a rejetée. C'est l'ironie que la plupart des spectateurs ont manqué. L'homme qui doutait de l'ordre, qui a enfreint ses règles, qui a défendu un système de pouvoir fondamentalement différent et qui a été publiquement tourné en dérision, cet homme-là a pris le poste le plus élevé de l'ordre et siège maintenant à ce même conseil restreint, écrit les mêmes lettres, conseille le même, seulement maintenant élu roi. L'ordre a absorbé son critique, ou le critique est devenu une partie de l'ordre. Ou, plus inquiétant encore, rien n'a changé. Des robes grises à la table, un corbeau sur l'épaule, un conseiller auprès du pouvoir. Le monde que la citadelle bâtit continue d'être construit. Voilà ce qu'est réellement l'Ordre des Maistres. Ce n'est pas une organisation maléfique avec une charte secrète et des réunions dans des sous-sols obscurs. C'est une institution qui porte un projet. Un projet pour un monde rationnel où le savoir appartient à ceux qui le détiennent et où ceux qui le détiennent sont indispensables à tout pouvoir. Ce projet ne nécessite pas une conspiration au sens trivial du terme, il exige une inertie accumulée, une mémoire institutionnelle et une logique cohérente. Quand Pycelle a ouvert les portes à Tywin, il ne pensait peut-être pas du tout à la citadelle. Quand le maître Wallis a conseillé à Rickard de s'allier par mariage aux Maisons du Sud, il pensait peut-être sincèrement aider le Nord. Quand les archimestres ont balayé les propos de Sam, ils ne voulaient peut-être tout simplement pas admettre qu'ils avaient tort dans leur évaluation. Mais les résultats donnent l'impression que quelqu'un pensait à la citadelle, quelqu'un pensait toujours à la citadelle. Marouin a pris la mer pour rejoindre Daenerys. Il est le seul au sein de l'Ordre à avoir compris que la magie était revenue et que le projet que la citadelle bâtissait allait se heurter à une force qu'elle ne pouvait ni expliquer, ni absorber, ni isoler. Ce qui est arrivé à Marouin ensuite, dans les livres inachevés de Martin, nous l'ignorons encore. Mais son départ est le seul moment où l'ordre s'est fissuré, le moment où l'un de ses plus brillants esprits s'est opposé à la logique institutionnelle et a choisi l'autre camp. Et qu'a choisi Sam? Sam a écrit un livre. Il l'a intitulé « Une chanson de glace et de feu ». Ce n'est pas une coïncidence fortuite avec Feu et Sang, la chronique des Targaryens écrite par un archimètre de la citadelle. Sam est lui aussi devenu un historien. Il est aussi devenu un archiviste. Il est devenu celui qui détermine ce qui sera consigné et ce qui ne le sera pas. Le monde que la citadelle construit continue de se bâtir. C'est simplement que maintenant, parmi les bâtisseurs, il y a un homme qui a un jour osé demander « Ne voudriez-vous pas donner au peuple le droit de vote ?» et qui a essuyé des rires en réponse. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que les maîtres ont sauvé Westeros du chaos de la magie? Ou ont-ils détruit la chose même qui aurait pu le sauver des autres? Et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine analyse.